je m'appelle Gaussou Gueye, je viens du Sénégal, je suis le secrétaire général de la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale, qui regroupe 15 pays. Donc, nous sommes venus à Rome pour participer au comité de pêche de la FAO, qui va se dérouler du 9 au 13. Mais au préalable, demain, on doit assister à la réunion de la société civile mondiale, donc des continents Afrique, Europe, Asie et Amérique latine. Discuter d'abord, harmoniser nos positions avant d'aller à la réunion du COFI. Et quels sont les points les plus importants pour l'association de la pêche de l'Afrique de l'Ouest qui vont être discutés au COFI cette fois? Bon, vous avez donc, on a travaillé sur les lignes directrices pour une pêche artisanale durable. Pour la première fois, la FAO a parlé de la pêche artisanale. Dans un contexte passé, on a parlé du code de bonne conduite pour une pêche responsable, mais c'est plus global. Mais aujourd'hui, il y a une spécificité, ils vont parler carrément de la pêche artisanale, de sa durabilité, de sa contribution à la sécurité alimentaire, de sa contribution également à l'emploi et à l'économie de nos pays. Et aujourd'hui, nous avons constaté, et c'est clair que même il y a un rapport des Nations Unies de 2012 qui dit qu'aujourd'hui, pour régler ces questions de pauvreté et de la sécurité alimentaire, il faut nécessairement passer par la pêche artisanale. D'où donc une pêche à soutenir, à valoriser, à mieux prendre en compte. Donc c'est heureux qu'aujourd'hui, la FAO pense à cela. Mais malheureusement, au niveau de ces lignes directrices, il y a un point d'échappement et que nous pensons qu'il y aura une solution qui sera trouvée justement par ce COFI-là pour qu'on puisse adopter ce document-là pour aller vers une pêche artisanale, durable, qui va vraiment soutenir l'économie du monde et la sécurité alimentaire du monde et de nos pays, surtout en voie de développement. Tu peux donner quelques exemples de régulations qui les lignes directrices recommandent au pays, ou qu'est-ce que sont les attentes des détails des lignes directrices qui vont peut-être changer la situation dans les pays, peut-être même dans ton pays ou d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi ailleurs. Bon, là, dans ce cas, c'est d'abord promouvoir la pêche artisanale. Et ensuite, dans ces mêmes lignes directrices, on parle par exemple des aspects des changements climatiques qui peuvent même impacter ou affecter en tout cas la pêche artisanale, comment le prendre en compte, comment s'y adapter et comment en faire un problème politique au niveau du plaidoyer du lobbying pour que la pêche artisanale s'adapte à cela. Il y a des questions également de la sécurité alimentaire, il y a la problématique de gestion même de la pêche. Donc tout ça, c'est des créneaux, c'est des propositions sur lesquelles, si nos gouvernements s'y prennent, avec la société civile, il ne faut pas tout simplement s'arrêter également dans cette dynamique-là, mais voir comment le mettre en œuvre. Et justement, pour mettre en œuvre ces lignes directrices, à mon avis, il faudrait essayer de voir comment impliquer la société civile, surtout les organisations professionnelles. Donc sinon, ça va être comme les autres discussions, comme les autres programmes, comme les autres projets. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la société civile a pris une part active depuis la négociation de ces lignes directrices jusqu'au COFI. Donc peut-être là aussi, c'est une bataille pour la société civile de voir comment on va les impliquer justement pour cette mise en œuvre. Nous, comme organisation européenne, Pan pour le monde en Allemagne, nous voyons surtout notre responsabilité pour améliorer ou pour en finir peut-être même la concurrence entre la pêche industrielle, les grands chalutiers européens, aussi il y a même des chalutiers allemands, dans le côte de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire pour nous, nous voyons la concurrence dans les côtes et dans le réseau côtier de la pêche industrielle. Comment vous pensez que les lignes directrices de la FAO vont peut-être dans la question de l'accessibilité, de l'accès, de compétences, de la concurrence entre la pêche artisanale et la pêche industrielle à la ressource,
améliorer la situation? Est-ce qu'il y a des recommandations précises qui donnent une vue que la pêche artisanale puisse vraiment avoir un accès, disons, privilégié pour la pêche artisanale, ou est-ce que la concurrence va continuer même avec les lignes directrices? Bon, mais même avec les lignes directrices, toujours ce qui est sûr, il y aura la pêche industrielle. Mais avec ces lignes directrices-là, on va donner la pêche artisanale sa place qui est ici. Donc maintenant, vous avez parlé de concurrence, vous avez parfaitement raison. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. La différence entre la pêche artisanale et la pêche industrielle, elle est très grande. Il faut d'abord prendre la pêche artisanale, pas dans un contexte social ou économique. La pêche artisanale, elle est d'abord culturelle. Alors, quand nous mesurons la dimension culturelle de la pêche artisanale, avant d'être sociale et économique, et maintenant le ramener à sa dimension économique et sociale, donc il ne faut pas tellement donner de la place à la pêche industrielle. Certes, elle doit exister, mais délimiter la zone de la pêche artisanale et le laisser uniquement à la pêche artisanale. Il a extrêmement dit une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il y a des ressources où il faut le réserver à la pêche artisanale. Si c'est en Afrique, par exemple, si nous prenons les petits pélagiques côtiers, qui est consommé par les Africains, je ne vois pas la raison de donner accès à des bateaux étrangers, de venir pêcher ces poissons-là et venir le commercialiser encore en Afrique. Autant essayer de voir, de trouver des mécanismes, laisser la pêche artisanale pêcher ces produits-là et voir comment on va donner justement à nos femmes, à d'autres, de pouvoir les transformer et même de pouvoir les vendre, commercialiser dans l'espace, soit UEMOA ou CEDEAO. Donc là aussi, nos États doivent mettre des mécanismes qui vont pour promouvoir justement cette commercialisation-là. Donc les lignes directrices même l'ont prévu sur le cadre de la valorisation, de la commercialisation. Mais là aussi, il faudrait que les Européens, les politiques africaines le prennent en charge et le travaillent en coloration et en collaboration justement avec les organisations professionnelles et les ayants droit par rapport à ce contexte-là. Bon, notre organisation, Pain pour le Monde, s'en occupe surtout depuis quelques décennies, des années en Afrique pour la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la faim en Afrique. Est-ce que vous voyez toujours des menaces par la part de la pêche industrielle, aussi européenne, mais au-delà de l'Europe, actuelle dans votre pays ou dans votre région, où la sécurité alimentaire qui est approvisionnée dans les côtes, surtout par la pêche artisanale avec le poisson, surtout pour la protéine des populations, il y a toujours des menaces ou vous voyez un progrès des protections de la pêche artisanale? Mais absolument, il y a des menaces parce que dès l'instant que, par exemple, la concurrence dont vous avez parlé tout à l'heure, si on donne tout le temps accès à ces bateaux, finalement, ils prennent de la ressource et que ceux qui travaillent dans cette ressource-là, surtout la pêche artisanale, n'auront plus accès à ces ressources-là. Donc maintenant, il faudra voir comment mettre des garde-fous par rapport à cela pour mieux promouvoir justement la pêche artisanale. Pour ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire, ne doit pas être des débats, ça ne doit pas être aussi au niveau des réunions, mais ça doit être effectif, réel sur le terrain. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien entendu, on a souvent justement ces problèmes d'insécurité alimentaire et de pauvreté, surtout au niveau de ces communautés côtières, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable à ce que ces communautés-là, qui vont pêcher ces poissons-là et qui ont même des difficultés pour consommer ce poisson, parce qu'ils vont le commercialiser à leur détriment. Donc il y a aussi également ce problème de protéines qui existe. Donc, mais voilà, c'est maintenant à nos gouvernements, à nous-mêmes, de prendre cette affaire-là à bras le corps et comprendre, savoir que également ces produits-là nous appartiennent, on doit les valoriser de la manière de telle sorte que ça va être un partenariat gagnant-gagnant, mais ça ne doit pas être un partenariat dominant. Il ne faut pas également voir tout simplement ou comprendre que c'est les Européens seulement. Certes, il y a l'angle des bateaux européens, ou en tout cas des accords qui viennent vers nous, mais il y a également les autres, les Asiatiques, les Russes, qui viennent pêcher. Et très généralement, ils viennent pêcher de la manière la plus illégale.
Donc comment il faut faire maintenant pour sauvegarder tout cela? Donc là aussi, c'est une politique à mettre en place. Et la société civile également et les organisations professionnelles ont un rôle extrêmement important à jouer par rapport à cela. Nous avons eu un combat les dernières 3 années pour une amélioration de la politique de pêche européenne. C'était sur la table. La nouvelle réforme de la politique de pêche. On était à la fin un peu fiers d'avoir pensé qu'on a tourné une nouvelle page de la politique de pêche européenne vers une plus grande durabilité, surtout en ce qui concerne la dimension externe, avec une plus grande participation de tous les acteurs quand ils viennent pour les décisions, mais aussi un peu plus grande transparence. On a soutenu la première étape d'un accord avec la Mauritanie, mais tout à coup, maintenant, depuis quelques semaines, on entend que les premiers tests en pratique, les premiers accords qui a été signé après la décision de la nouvelle réforme et la nouvelle politique, a un peu et très fortement critiqué dans votre pays. C'est l'accord signé avec le Sénégal. Pourquoi vous critiquez tellement le nouveau accord, le protocole de l'accord entre le Sénégal et l'Union européenne qui a été signé ça fait quelques semaines? Donc là, je vais rappeler brièvement que depuis 2006, le Sénégal n'a pas renouvelé en tout cas le protocole de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. Bon, donc, du coup, comme vous avez dit, au niveau de la réforme de politique de l'Union européenne, il y avait un pas qui était fait entre l'Union européenne et la Mauritanie. Mais malheureusement pour le cas du Sénégal, ils ont paraphé un accord, mais pour moi et pour l'ensemble des acteurs de la pêche, surtout artisanale, le plus grand échec de cette négociation de protocole, en tout cas d'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal, c'est la non-participation des acteurs et surtout de la pêche artisanale. Et on avait constaté dans le passé qu'on n'a jamais négocié un accord de pêche sans la participation des pêcheurs artisans, en tout cas à travers le représentant. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, ce qui nous semble être un recul extrêmement grave. Ça, c'est le premier échec de cette négociation-là. La deuxième chose, eux-mêmes, ils disent, dans cet accord, au niveau de l'accord même, ils disent que pour la mise en œuvre, il faut qu'il y ait la participation de la société civile et des organisations professionnelles. Mais comment on peut comprendre pour que la mise en œuvre, la société civile, les organisations professionnelles participent et par conséquent, au niveau des négociations, on les a écartés. Et là, on nous a dit que c'est un accord tonnier, mais pour nous, ce n'est pas du tout un accord tonnier. Parce que ça ne se limite pas au thon. Quand on nous parle qu'il y a 2 bateaux merlutiers qui viendront pêcher le merlu, avec des prises accessoires à hauteur de 30%, ça nous pose des problèmes. Donc ce n'est pas du tout un accord tonnier. Donc, et au niveau toujours de ce merlu, le conseil interministériel du gouvernement sénégalais de juin 2013, le centre de recherche du Sénégal sur les produits halieutiques, le CROP, a fait une forte recommandation de geler l'effort de pêche justement sur ce merlu. Et il y a une étude qui a été commanditée par les 2 parties, c'est-à-dire l'Union européenne et le Sénégal, qui disent qu'on n'a pas de résultats fiables sur cette ressource. Et cette étude qui a été commanditée, on n'a pas encore les résultats de cette étude. Je ne vois pas donc la nécessité de signer un accord par rapport à cette espèce. Donc tout ça pour nous c'est des incohérences qui fait que l'Union européenne doit revoir sa façon de négocier, surtout vis-à-vis de la réforme qu'elle a mise en place, sur le respect de la participation, sur le respect des droits de l'homme, sur le respect du surplus. Et là, on ne peut pas quantifier un surplus parce qu'on n'a pas un résultat scientifique fiable par rapport à cela. S'il s'agissait que le thon, les gens pouvaient parler. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contestations
du Sénégal. Et il y a aussi un autre élément extrêmement important, parce qu'il y a le code de la pêche qui est en train d'être révisé. Et la révision n'est pas encore terminée. Donc pourquoi se précipiter pour signer un accord? Et demain, s'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte par rapport à cet élément de révision, ça va poser des problèmes. Comment on va y revenir? Donc voilà à peu près le problème, où est-ce que nous en sommes avec l'accord de l'Union européenne et du Sénégal. Bon, nous avons déjà commencé, au moins en Allemagne, parce que l'accord est seulement signé, ce n'est pas ratifié, ni en Europe, ni au Sénégal, à diffuser votre point fort critique, que nous le partageons. Ça fait quelques jours que dans un grand journal allemand, pour la première fois, il s'est déjà apparu un petit article qui critique la décision de l'Union européenne contre leur propre loi de demander une ressource sans savoir s'il y a vraiment un surplus, mais de votre part, quels seront les prochains pas pour éviter une ratification de cet accord? Est-ce que vous voyez une possibilité d'influencer, de pousser votre propre gouvernement d'arrêter cette décision au plus vite possible, parce qu'une ressource qui est en danger, ça ne revient pas si vite. Ça veut dire, qu'est-ce que sont les possibilités que vous sauriez? D'abord, la première possibilité, il y a la commission mixte. Il faudrait qu'on fasse une ouverture au niveau de cette commission mixte-là, à ne pas le limiter tout simplement sur les autorités. Parce que dans le texte, c'est qu'ils ont limité la commission mixte au niveau des autorités. Et ce qui contredit déjà leur propre proposition en disant que pour la mise en œuvre, il faut qu'il y ait la participation de la société civile et des organisations professionnelles. Et l'autre contexte, quand le ministre sénégalais dit que j'ai régularisé une situation, on ne peut pas régulariser une situation illégale. Ce qui s'est passé de 2006 à 2014 en autorisant des bateaux canaux français et espagnols de venir pêcher le thon avec possibilité de débarquer au Sénégal, le code de la pêche de 98 qui est toujours en vigueur au Sénégal ne le permettait pas. Donc c'était un acte purement illégal. Et un acte illégal, il faut le poursuivre par la voie judiciaire et non pas le régulariser. Et il faut qu'aujourd'hui, le ministre sénégalais lui-même comprenne qu'il a signé un nouvel accord de pêche. Et justement, ce nouvel accord-là, ça doit être ratifié par le Parlement sénégalais et promulgué par le président de la République. En tout cas, il est indéniable que ça doit passer par le Parlement européen, ensuite au niveau des conseils de ministres. Ne serait-ce que par le parallélisme des formes, ça doit passer par le Parlement sénégalais. Donc là également, on va un combat à faire vis-à-vis de nos autorités, leur conscientiser, en leur faisant comprendre que nous ne sommes pas venus ici pour mettre une dite armée ou quoi que ce soit. On n'est pas contre que l'Union européenne vienne signer avec le Sénégal des accords, parce que là c'est un problème de souveraineté. L'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal ont le droit de signer des accords. La Convention internationale le permet, mais à condition qu'il y ait un surplus et à condition également qu'on respecte les normes qui ont été définies, à savoir la participation, encore j'insiste là-dessus, la participation des acteurs. On ne peut pas prôner dans un pays la cogestion, la transparence, la gouvernance et essayer d'aller en seul pour faire quelque chose qui n'est pas du tout conforme aux lois de ces pays-là. Il est évident, il faut toujours comprendre que également la ressource halieutique appartient au peuple sénégalais et non pas au gouvernement. Le gouvernement est en charge de la gestion de cette ressource-là. Et la constitution du Sénégal est claire en disant qu'il faudra gérer cette ressource-là de la manière la plus transparente et dans les règles de gouvernance les plus idoines. Donc le combat de la pêche artisanale, c'est ça. Mais on n'est pas là pour faire de la discrimination ou bien avoir des idées arrêtées sur l'Europe et sur le Sud. Et même, il faudra accepter et comprendre également qu'au niveau des accords, au moins, il y a un tant soit peu de transparence vis-à-vis de ce qui se passe avec les autres, les Asiatiques ou les Russes, où il n'y a aucune transparence. Il n'y a même pas d'accord où on délivre des autorisations par-ci, par-là, qui n'est pas du tout conforme à la loi sénégalaise. Merci.